Bonjour chers élèves du bac 1. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau cours sur la chimie qui s'appelle conductimétrie. Comme son nom l'indique, il est composé de deux termes. Métrie, ça veut dire mesure, et conductance ou bien conductivité, c'est la mesure de la conductivité. Vous savez qu'il existe deux grands types de matériaux. Il y a ce qu'on appelle les matériaux conducteurs et il y a les matériaux isolants. Qu'est-ce qu'on appelle un matériau conducteur? C'est un matériau qui conduit de l'électricité. D'accord? Donc, il fait passer un courant électrique comme les fils électriques par exemple. Ce sont des matériaux conducteurs. Et dans les conducteurs, vous avez des conducteurs solides, vous avez des conducteurs liquides. Ce qui nous intéresse dans ce cours, c'est les conducteurs sous forme liquide. Donc on va définir ce que c'est que leur conductivité, comment la calculer, quelle est la relation avec sa concentration. Mais avant cela, voyons d'abord comment se fait la conduction dans les liquides, qui est le responsable de la conduction dans une solution. Donc pour cela, on va faire le montage suivant. Vous avez une pile électrique, c'est un générateur électrique qui va nous fournir un courant. Ici, c'est un interrupteur qui est ouvert et une ampoule. Si dans la cuve, je mets par exemple de l'eau distillée. L'eau distillée, c'est l'eau à laquelle on a enlevé pratiquement tous les ions, donc elle est pratiquement isolante. Donc normalement, si je ferme l'interrupteur, l'ampoule ne va pas s'allumer parce que il n'y a pas d'autres ions, il n'y a pas de passage de courant, ou bien si vous voulez, le circuit il est ouvert ici. Donc le courant, il se déplace, il sort de la bande positive, il arrive là, mais il n'y a pas d'agent qui est responsable de la continuité du courant, ou bien de la fermeture du courant pour voir un circuit fermé. Si maintenant, au lieu de l'eau distillée, je prends l'eau distillée, je verse un peu de sel, NaCl. Nous avons vu dans le chapitre suivant que NaCl dans l'eau va se dissocier, il va donner des ions Na+, Cl-. Donc, quel est le rôle maintenant dans la conduction du courant électrique? Eh bien, si je ferme l'interrupteur, vous allez avoir un courant électrique qui va sortir de la borne positive. Vous savez que les électrons se déplacent dans le sens inverse, donc les électrons arrivent ici, arrivent là. Donc, comment se fait maintenant le passage du courant électrique? Donc, à l'extérieur, dans les fils, la conduction se fait par les électrons, d'accord? Mais en solution, qui assure le passage du courant électrique? La solution conduit de l'électricité justement parce qu'il contient ces ions. Donc, comment se fait le déplacement des ions? Donc, une fois qu'on a fermé l'interrupteur, vous avez ici cette plaque. Celle-là, pardon, elle est chargée négativement, elle est au potentiel négatif. Celle-là, elle est au potentiel à la borne positive. Donc, la borne négative, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va attirer les cations, les ions chargés positivement. Hop. Au contraire, l'autre, il va attirer les ions. Et vous voyez que le courant va continuer à circuler. Une fois le sodium ici, Na+, va arriver ici, il va capter un électron qui arrive dans ce circuit, il va se transformer en ion solide, en sodium solide. Le Cl-, lui, une fois qu'il arrive ici, il va se transformer en chlore en donnant cet électron. Et l'électron, c'est lui qui va assurer le passage du courant électrique. Et dans ce cas, on a un circuit fermé. Ensuite, un autre ion Na+, un autre ion Cl-, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ions en solution. Et bien sûr, si on utilise un courant continu. Mais si on utilise un courant alternatif, le courant va continuer à passer parce que les ions vont osciller, vont faire un mouvement de va-et-vient. Donc, on va éviter le dépôt des matériaux solides ou un dégagement de gaz. Donc, vous voyez, en solution, la continuité du courant électrique, elle est assurée par le déplacement des ions. Les ions Na+ se déplacent vers la borne négative et ce qu'on appelle les cations, et les anions, les chargés négativement, se déplacent vers l'anode.
et à l'extérieur, le courant est assuré bien sûr par les électrons. Donc voilà comment se fait la conduction dans les solutions. Maintenant, comment la calculer? Pour la mesurer, vous avez plusieurs méthodes. D'abord, il y a une méthode qu'on appelle par un appareil de mesure qui est le conductimètre. Donc c'est un appareil qui est déjà étalonné. Vous avez une cellule de mesure, ce sont deux électrodes qu'on insère en solution, on mesure et le conductimètre nous donne directement la valeur de la conductance. Et la conductance, c'est tout simplement l'inverse de la résistance. Son unité, c'est le Siemens. Donc c'est l'inverse de la résistance, d'accord? Et son unité, c'est le Siemens. Et on va voir bien sûr que cette conductance va dépendre de la surface de ces plaques, va dépendre de la distance entre les plaques. C'est normal. Vous voyez que plus la surface augmente, est très grande, plus vous avez plus d'ions qui vont arriver en unité de temps par seconde. Si en une seconde, sur 1 cm², il arrive un seul ion, sur 3 cm², ils vont arriver 3 ions. Or, le courant, c'est le nombre de charges par unité de temps. La même chose. Plus les plaques sont très proches, vous allez avoir plus d'ions qui vont arriver en une seconde. Donc, on verra les paramètres dont dépend cette conductance. Pour le moment, sachez qu'on définit l'inverse de la résistance comme étant un nouveau paramètre qu'on appelle la conductance et son unité, c'est le Siemens, S. Pour mesurer expérimentalement, cette fois-ci, au lieu d'utiliser le conductimètre, pour mesurer directement la conductance d'une solution, on utilise ce circuit-là. Donc on met les plaques liées à un générateur de courant alternatif ou continu. Vous avez un ampèremètre, un voltmètre en parallèle. Vous voyez bien, il est en parallèle avec les plaques, le voltmètre. L'ampèremètre, il est en série. Et on trace I en fonction de U ou bien U en fonction de I. D'après la loi d'Ohm, U égale à RI. La pente de cette courbe, c'est la résistance. Et l'inverse de la résistance, c'est la conductance. Donc on peut mesurer aussi la conductance par ce montage expérimental. Quels sont les paramètres qui influencent la conductance ou bien quels sont les paramètres qui dépendent, la conductance dépend de quels paramètres? Eh bien, elle dépend, comme je dis tout à l'heure, de deux paramètres. La surface, plus la surface est grande, plus la conductance est grande. Et plus la longueur est petite, plus la conductance est grande. Donc, elle est proportionnelle à la surface. Plus la surface est grande, plus G augmente. Et plus elle est petite, plus G augmente. Et le coefficient de proportionnalité, c'est ce qu'on appelle la conductivité cette fois-ci. La conductivité de la solution. Donc la conductance, c'est l'inverse de la résistance. Et la conductance est égale à la conductivité multipliée par une constante qui dépend des paramètres géométriques de cette électrode, qui est sa surface divisée par sa longueur. La surface en mètres carrés, la longueur en mètres, donc S sur L, c'est en mètres. Donc l'unité de la conductivité, c'est le Siemens par mètre. Maintenant, on va définir ce qu'on appelle la courbe d'étalonnage. On va faire un exercice tout à l'heure sur cette courbe d'étalonnage. Pour mesurer la conductance d'un certain nombre de solutions, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer par exemple 4 solutions dont on connaît les concentrations. À chaque fois, on va verser une solution et mesurer la conductivité de la solution et tracer la courbe. Après, il suffit de connaître par exemple la concentration d'une solution donnée, par exemple 7. Et d'après la courbe, je peux lire sa conductance, c'est à peu près 2,4 millisiemens. Donc, à partir d'une courbe d'étalonnage, on peut mesurer la concentration on peut mesurer la conductance d'une solution. On va voir qu'il y a une autre méthode. Maintenant, on va définir un nouveau paramètre qu'on appelle la conductivité molaire ionique. Chaque ion possède une valeur bien déterminée. Donc, c'est une propriété associée à chaque ion. Il y a des ions qui possèdent des conductivités ioniques grandes, d'autres qui possèdent des conductivités ioniques faibles. Autrement dit, il y a des ions qui contribuent beaucoup à la conductivité, d'autres qui contribuent moins. Comment définir cette conductivité molaire ionique? Eh bien, on va rappeler les relations qu'on a démontrées jusqu'à maintenant.
Donc on a défini la conductivité comme le coefficient de proportionnalité entre la conductance et les paramètres de la cellule S sur L. Et on a montré que la conductance est proportionnelle à la concentration, d'après la courbe d'étalonnage. Donc c'est une droite, Y égale AX. Donc si je remplace G par sa valeur dans cette relation, je peux déterminer sigma est égal à L fois G sur S. En remplaçant G par K fois C, c'est L sur S, K fois C. L c'est une constante, S c'est une constante, K c'est une constante. Donc tout ça c'est une constante. Donc sigma c'est une constante fois la concentration. Je vous rappelle ici, c'est la conductance en fonction de la concentration, c'est une droite, d'après la courbe précédente. Donc, en définitive, on peut dire que sigma, c'est une constante fois la concentration. Et cette constante, on le note lambda et on l'appelle conductivité molaire ionique. Quelle est son unité? C'est l'unité de sigma divisée par l'unité de la concentration. Sigma, c'est mol par litre, mais comme la sigma, c'est S, c'est Siemens mètre moins 1, d'accord? Donc Siemens mètre moins 1. La concentration, comme la conductivité est en mètre, il faut exprimer la concentration non pas en mol par litre, mais en mol par mètre cube. Un litre, c'est mètre moins 3. Donc vous voyez bien que l'unité de lambda, ça sera Siemens mètre au carré mol moins 1. Notez bien. Ça, c'est une remarque très importante et c'est une erreur que beaucoup d'étudiants font, même au baccalauréat, parce que vous aurez le même cours en terminale. Toujours, quand vous travaillez dans les exercices de conductivité, la concentration, il faut l'exprimer toujours en mol par mètre cube, même si on vous donne dans l'énoncé mol par litre. Pourquoi? Parce que la conductivité, c'est Siemens par mètre et on ne peut pas mélanger les mètres et les litres. D'accord? Donc toujours, notez-les bien, c'est Siemens, conductivité, concentration, c'est mol mètre moins 3. Bien, comment maintenant calculer la conductivité en fonction des conductivité molaire ionique? Eh bien, si vous avez une formule très simple, si vous avez une solution en solution des ions A plus Bm-, chacun possède une concentration A plus et concentration Bm-, eh bien sigma, c'est tout simplement la somme des lambda I fois la concentration des ions qui intervient. Bon, si vous avez encore un troisième ion, il faut ajouter lambda C, concentration de C. Maintenant, si en faisant des exemples, on comprend mieux le cours et donc je vais vous proposer deux exemples et un exercice complet. Premier exemple, c'est une application simple des formules. Quelle est la conductivité d'une solution de chlorure de zinc, ZnCl2, en fonction de la concentration C de la solution? C'est la concentration de la solution ZnCl2. Maintenant, quelle est la conductivité de cette solution? Eh bien, il suffit d'appliquer d'abord ZnCl2. Lorsqu'on les dissout, il va donner des ions Zn+, et 2Cl-. Ça veut dire, si j'ai une concentration C de ZnCl2, je vais avoir une concentration C de Zn+, et 2 fois C, concentration de Cl-. J'applique cette formule-là. Donc, sigma, c'est la concentration ionique molaire qui est toujours donnée, c'est une valeur constante de Zn+, plus 2 fois, attention, lambda ici, 2 fois C, concentration de B- c'est 2C, fois la concentration molaire ionique de Cl-, là aussi c'est une constante. Bien. Deuxième exemple, calculer la concentration molaire des ions d'une solution de nitrate de calcium à 1,5 g par litre. Donc là, gramme par litre, c'est la concentration massique. Calculer sa conductivité à 25 degrés C, voilà les données, les masses molaires et les conductivités ioniques molaires de chaque ion. Réponse, là aussi c'est une application directe de la formule. Qu'est-ce qu'on a comme données? Concentration massique du nitrate de calcium. Donc d'abord il faut déterminer la concentration molaire. La concentration molaire, c'est la concentration massique divisée par la masse molaire. Je calcule la masse molaire de nitrate de calcium. C'est la masse du calcium plus la masse 2 fois la masse de l'azote plus 6 fois la masse de l'oxygène
ça vous donne 164 grammes par mol. Donc ça me fait une concentration de 9,15 10-3 mol par litre. Je connais maintenant la concentration de la solution. Qu'est-ce qui intervient dans la conductivité? C'est la concentration des ions et non pas la concentration des solutions. Donc, je dois déterminer la concentration des ions à partir de la concentration de la solution. Toujours, dissociation de CaNO3 va donner Ca2+, plus 2NO3-. Donc, si je démarre avec une concentration C de la solution, je vais avoir une concentration C de Ca2+, et de C de NO3-. Donc, la concentration de Ca2+ est égale à C, et celle de NO3- 2 fois C. Et j'applique la formule sigma, c'est lambda Ca2+ fois la concentration de Ca2+, plus lambda NO3- fois sa concentration. Ça c'est donné dans l'énoncé, ça c'est donné, ça on l'a calculé, le reste, il faut faire très attention. Lambda, il est donné en quoi? En millisiemens mètre carré mol moins 1. Et la concentration, ce qu'on a calculé, c'est mol par litre. Et voilà l'erreur fatale qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas juste remplacer ici les C par leur valeur. Il faut d'abord transformer le litre en mètre cube. Un litre, c'est 10-3 mètres cubes. Donc on va simplifier avec les 10-3. Et là, c'est une erreur très très classique. Et je le mets en rouge ici. Donc d'abord, je recalcule la concentration en mol par mètre cube. En mol par mètre cube. Après, je peux remplacer dans la formule. Et le résultat, c'est en millisiemens par mètre. Ça, c'est millisiemens, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 3 siemens. L'unité ici, ce qui est donné dans les concentrations ioniques molaires, le ms, ça veut dire millisiemens. Ça veut dire 10 à la puissance moins 3 siemens. Mais je peux laisser en millisiemens, ce n'est pas un problème, et donner les résultats en millisiemens. Mais surtout, ne pas utiliser la valeur de la concentration en mol par litre. Il faut la transformer en mol par mètre cube. Bien. Maintenant, je passe à un deuxième exercice. On va utiliser cette fois-ci la courbe d'étalonnage. On va montrer son intérêt. Le chlorure de calcium proposé en ampoule, on vous donne le chlorure de calcium dans des ampoules. Chaque ampoule contient 1 gramme. Et la formule, c'est CaCl2XH2O. X, c'est inconnu. C'est ce qu'on veut déterminer. On veut déterminer la valeur de X par conductimétrie. On dispose pour étalonner la cellule conductimétrie d'une cellule de concentration en chlorure de calcium. Donc voilà, on a déterminé plusieurs concentrations de chlorure de calcium. On a mesuré leur conductance et on a tracé la courbe G en fonction de C. Ça, c'est donné. On vous dit... le contenu d'une ampoule a été dilué 100 fois. La mesure de la conductance donne G est égale à 2,42 millisiemens. On déduire la valeur de la concentration de la solution diluée puis celle de l'ampoule. Donc on l'a dilué, sinon sa valeur va être très grande et il ne va pas apparaître dans la courbe. Et ensuite calculer la masse M de ce ACl2 contenu dans l'ampoule et en déduire X. Plusieurs questions, il faut bien réfléchir. Donc les ampoules, ils sont de 10 millilitres. Chaque ampoule contient 1 gramme. Donc première chose, je vais déterminer la conductance, puisque on me donne une courbe d'étalonnage. Je connais la conductance, plutôt je détermine la concentration. Je détermine la concentration de la solution qui a été diluée 100 fois, d'après cette courbe-là. Comme je connais G, je fais une flèche. Voilà 1, voilà 2. 2,42 c'est à peu près ici. L'intersection avec la courbe, je fais la projection ici. Voilà, elle est mal faite. Cette projection, ça doit être quelque part ici. Et ça vous donne 10-3, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc 4,6, 10-3. Donc d'après la courbe, je dis d'après la courbe, comme G égale à 2,42 millisiemens, d'après la courbe, la concentration c'est 4,6, 10-3 mol par litre. Mais quelle concentration? La concentration de l'ampoule qui a été diluée 100 fois. Donc, quelle est la concentration originale? C'est 100 fois la concentration mesurée. Donc, diluée 100 fois, ça veut dire qu'on a divisé sa concentration par 100. D'accord? Donc, la concentration initiale, c'est 100 fois la concentration qu'on a mesurée maintenant. Donc, c'est 4,6 10-3. Donc, voilà la concentration de départ. Si je la divise par 100, je trouve la concentration qu'on a mesurée ici.
D'accord? Donc, maintenant, je connais la concentration. Or, l'ampoule, il est de 10 mg. Je connais la concentration, donc je peux déterminer quoi? Vous connaissez la concentration, le volume, on peut déterminer le nombre de moles. Bien sûr, le nombre de moles, c'est C fois V. Vous remplacez, bien sûr, en prenant le soin de transformer millilitres en litres, et ça vous donne 10, 4,6, 10 moins 3 moles par litre. 10 millilitres, c'est 0,01 litre. Maintenant, je connais le nombre de moles, je connais la masse d'une ampoule, c'est 1 gramme. Je peux déterminer quoi? La masse molaire du contenu d'une ampoule. Une ampoule contient 1 gramme, je connais le nombre de moles de cette ampoule, donc je peux déterminer la masse molaire de la quantité contenue dans l'ampoule. Donc c'est petit n, c'est la masse divisée par la masse molaire. Donc, or la masse molaire de ce composé, c'est quoi? C'est la masse molaire du calcium, plus 2 fois la masse molaire du chlore, plus X fois la masse molaire de l'eau, qui est 18. Donc la masse molaire, c'est 11 plus 18X. Or, le nombre de moles, c'est la masse divisée par la masse molaire. La masse, c'est 1 gramme. La masse molaire, c'est 11. C'est 11 ici, c'est 111. 111, 40 plus 2, c'est 111 ici. Erreur, c'est 111 plus 18x, voilà, c'est corrigé ici, c'est 4,6 10.3. Et là, vous avez une équation de premier ordre, ça veut dire 111 plus 18 fois x est égal à 1 sur 4,6 10.3, ça veut dire 217. Petite application numérique, vous allez trouver facilement que x égale à 6. Donc, voilà la formule de la solution contenue dans l'ampoule. Vous voyez, au fur et à mesure que j'augmente un peu le degré de la difficulté, hein, c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est de comprendre le départ. Après, ça va venir doucement. Bien, donc voilà pour ce sujet sur la conductimétrie. Donc j'ai rappelé ce que c'est que, d'abord expliquer ce que c'est que la conductimétrie d'une solution, ce que c'est que la conductance, la relation entre la conductance et la conductivité. Et vous avez une seule formule à retenir, c'est la relation entre la conductivité, les concentrations et la conductivité molaire ionique. Donc voilà pour ce cours-là. N'oubliez pas de le partager avec vos amis. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous, likez la vidéo et la partagez au maximum avec vos amis. Et à très bientôt pour une autre contribution.